Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 12 juillet 2024. Dans les actualités de ce jour, le Forum national pour la planification familiale a été ouvert officiellement aujourd'hui. Nous devons oser si nous voulons lutter contre la pauvreté du fait de l'ignorance de la planification familiale, affirme le chef de l'État Andry Rajoelina qui a mené la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Toutes les stratégies efficaces devront être appliquées afin que toutes les familles dans toute la grande île puissent bénéficier de la planification familiale, selon toujours le président Andry Rajoelina. Reportage de Judikel Ranjaniri Nenzara Ranjansu. De nombreux stands présentant les produits, les organisations existantes et toutes les méthodes de contrôle de naissance, ainsi que des réunions et des ateliers pour examiner la feuille de route pour la mise en œuvre du programme national de contraception, seront disponibles au Carlton Anous pendant 2 jours. Le président de la République, Andry Rajoelina, a mené l'ouverture du Forum national consacré à la planification familiale. Pour rappel, il a été désigné champion de l'année 2021 et continue de diriger les efforts du gouvernement malgache au profit des familles sans exception de toute la grande île. La FNUAP et ses partenaires ont déclaré leur volonté à appuyer le leadership du président malagasy. Je tiens à féliciter le gouvernement pour cette initiative, car désormais, Madagascar fait partie des rares pays africains à accorder une telle priorité à la planification familiale, comme en témoigne le plan stratégique 2024-2030 sur l'APF. Ce matin, devant cette auguste assemblée, je renouvelle l'engagement des partenaires techniques et financiers à soutenir de façon indéfectible le programme de planification familiale à Madagascar, à cause des millions de femmes vulnérables et laissées pour compte comme Olga, à cause des millions d'enfants comme les siens, qui grandiront sans doute sans rêve, et à cause de la motivation remarquable du gouvernement malgache face à l'impérieuse nécessité d'intensifier la planification familiale pour assurer le développement du capital humain. Un programme national de contraception a été mis en place. Ce grand rendez-vous permettra de cerner les éventuels obstacles, mais surtout d'élaborer une feuille de route claire pour la mise en œuvre de ce programme national, étant donné que le contrôle des naissances est le garant du progrès dans la politique générale du gouvernement actuel, a déclaré le ministre de la Santé publique. Et c'est la raison pour laquelle le budget alloué par le gouvernement à la planification familiale a été augmenté. L'objectif de ce programme national est de donner accès à la planification familiale à 5 100 000 personnes jusqu'en 2028. L'accès est gratuit, a déclaré le président Andry Rajoelina, qui a invité tout un chacun à faire preuve de volonté et à collaborer pour atteindre cet objectif. Si nous ne voulons pas, nous ne pourrons pas nous débarrasser de la pauvreté, a déclaré le président Andry Rajoelina. Car selon la situation de la population à Madagascar aujourd'hui, la majorité des Malgaches sont des enfants de moins de 15 ans et qui ne peuvent donc pas produire. Changer cela, planifier la croissance de la population est donc inévitable. Tous les centres de santé mettront à la disposition de la population des méthodes de contraception. Il en sera de même au sein des organisations de femmes, dans les universités et même dans les lycées. Un effort particulier sera fait pour éduquer les jeunes afin de les protéger des grossesses non désirées et des centres à cet effet doivent être créés. Les efforts déployés depuis 2019 ont porté leurs fruits. Le taux de natalité a diminué en raison de l'augmentation de l'utilisation des méthodes contraceptives et c'est un grand pas vers le changement qui est en cours ici à Anous pour réduire la pauvreté. Et dans les actualités politiques de ce jour, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. La session extraordinaire de la nouvelle législature a duré 4 jours et s'est officiellement terminée aujourd'hui. Une session qui avait pour objectif de mettre en place toutes les structures au niveau de l'Assemblée nationale, notamment le règlement intérieur, le bureau permanent et les diverses commissions. Par ailleurs, la majorité parlementaire a également proposé les noms des premiers ministrables au président de la République. Reportage sur les images de Sejan Jenab. Mardi dernier, le 9 juillet, a été annoncée la convocation des députés nouvellement élus pour la première réunion extraordinaire visant à établir la nouvelle structure de l'Assemblée nationale pour ce nouveau mandat 2024-2028. La session spéciale dirigée par le doyen des députés, le plus jeune élu, a commencé avec la création de la commission chargée de réviser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La haute cour constitutionnelle ayant jugé conforme à la Constitution que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mercredi dernier. Ensuite, hier après-midi, les députés ont procédé à l'élection du président de cette institution. 160 sur 160 ont voté pour Touquet Justin comme président de l'Assemblée nationale, voté et élu sans débat comme président de l'Assemblée nationale, le représentant élu dans le district de Sambave.
Immédiatement, les députés ont procédé à l'élection de ceux qui formeront le bureau permanent et aujourd'hui, ils ont procédé à l'élection des présidents de commission et ont présenté les noms du Premier ministre au président de la République. Et toujours au niveau de l'Assemblée nationale, les présidents des 32 commissions de l'Assemblée nationale ont été élus aujourd'hui. Le président d'une commission dirige et coordonne les débats au sein de la commission. Il est également le seul habilité à représenter cette institution auprès des structures extérieures à l'Assemblée nationale, notamment au niveau du gouvernement. Il a pour mission de transmettre les doléances de la population et de tous les secteurs impliqués auprès du pouvoir exécutif. Reportage de Cécile Sylvain et Sechan Jenap. Les 32 présidents de commission au sein de l'Assemblée nationale ont été élus lors de la séance plénière. Il appartient au président d'une commission de représenter le corps législatif dans les domaines où il a été élu. À travers ce pouvoir, il contrôlera le travail du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Les responsables des ministères sont également en contact régulier avec les responsables et le président de commission à l'Assemblée nationale pour assurer la réussite des travaux de développement et des défis posés. La direction et l'organisation de la commission relèvent de la responsabilité du président. Dans ce travail confié par la loi aux représentants des districts, le projet de loi sera examiné au niveau des commissions avant d'être voté en séance plénière. Au cours des travaux de la commission dirigée par le président aura lieu les auditions et les consultations d'experts, l'étude technique d'un projet. Le travail du président d'une commission à l'Assemblée nationale s'étend à travers les 120 districts. Selon la Constitution, tous les parlementaires doivent adhérer à une commission au moins. Ils ne peuvent être membres que de 2 commissions au maximum. Et la Haute Cour constitutionnelle, ou HCC, a déclaré conforme à la Constitution le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour rappel, 18 amendements y ont été apportés, dont celui portant sur le 7e vice-président, qui est le chef de l'opposition, mais aussi celui sur la formation d'un groupe parlementaire, lequel devait être composé d'au moins 15 députés. Reportage de Mère Volatsferen et Brasde Nilsson. Les articles 6, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 32, 33, 37, 46, 47, 91, 195, 199, 207, 208 et 216 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont été modifiés lors de la séance de mercredi dernier à l'issue de l'examen effectué par les 25 parlementaires du comité ad hoc qui a duré des heures. Les amendements n'ont été présentés en session plénière que vers 20h30, au cours de laquelle les 150 députés présents ont approuvé les 18 amendements. Outre le nombre de députés qui est passé de 151 à 163, figure également l'article 14 concernant la nomination du chef de l'opposition qui, selon les députés, doit être un député. Concernant les conditions de constitution d'un groupe parlementaire mentionnées à l'article 32, les députés ont convenu qu'un groupe doit être constitué de 15 députés au minimum. Jusqu'à présent, il existe 4 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, le groupe IRMAR, le GRPRI ou groupe parlementaire pour Rassemblement des indépendants, l'UPAD Union parlementaire pour la démocratie et l'unité. Cependant, certains députés ont choisi de ne pas rejoindre un groupe parlementaire. L'amélioration de la gestion de l'Assemblée nationale, l'établissement de la dignité des parlementaires et la discipline entre les parlementaires ont été les principales orientations de la modification du règlement intérieur selon les explications des membres du comité ad hoc. Selon la Constitution, le doyen des députés a envoyé la demande de la constitutionnalité auprès de la Haute Cour constitutionnelle. L'approbation de la HCC a été publiée hier après-midi, permettant de procéder à l'élection du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau permanent. Dans un tout autre sujet à présent, page sociale, le changement climatique est un élément incontournable dans le domaine de l'aménagement urbain en général. Ainsi, cet atelier et sessions de formation ont été organisées par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire pour aborder cette question. Un atelier qui s'est officiellement terminé hier à Sarlalan. Reportage sur les images de Zahran Johnson. Depuis le mois de mai, les responsables impliqués dans l'aménagement du territoire se sont réunis dans différents ateliers pour trouver des stratégies et des solutions pour faire face au changement climatique à Madagascar. Le changement climatique étant un fléau inévitable, il doit donc être inclus dans les travaux de réhabilitation et de construction, mais aussi dans la planification urbaine. Tous les sujets qui ont été discutés lors de l'atelier permettront de disposer de stratégies et de techniques qui aideront les villes à affronter le changement climatique et de prévenir les dommages qu'il provoque. Le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation est partenaire dans la mise en œuvre de cette stratégie à travers les responsables à tous les niveaux et les différentes agences. Les agents du service foncier au niveau des régions bénéficieront également de cette formation pendant les 3 prochains mois.
Le professeur japonais Hayashi Kaori de l'Université de Tokyo est à Madagascar pour partager son expérience avec les jeunes et les acteurs de la communication aujourd'hui à Boudvoun. Ce partage portera sur la promotion des organes de presse et d'audiovisuel. Un événement qui fait partie du programme de la GKCHR et qui entre actuellement dans sa 5e édition. Les détails avec Aniel Lamartina, Sylvain et Sechan Jenap. Le Japon est un pays très avancé dans l'exploitation de la communication et dans la promotion de l'industrie des médias grâce à l'utilisation de la technologie. La diffusion de fausses informations sur Internet est aujourd'hui un problème courant partout dans le monde. Le professeur japonais Hayashi Kaori a partagé aujourd'hui son expérience sur cette question lors de la conférence qu'elle a tenue avec les jeunes étudiants de l'Université d'Antananarivo, l'Association des journalistes de Madagascar, les représentants du ministère de la Culture et de la Communication ainsi que la société civile. Les étudiants malgaches ont échangé leurs connaissances. 200 participants ont assisté aujourd'hui à cette séance de partage d'informations avec le professeur japonais. Cet échange fait partie du programme de la CHR du gouvernement japonais qui en est actuellement à sa 15e édition. Il vise à renforcer la coopération entre les États-pays et à partager l'expertise japonaise aux Malgaches. Les actualités internationales de ce soir, un port artificiel américain en principe destiné au déchargement d'aide humanitaire pour la bande de Gaza assiégée mais minée par les problèmes depuis sa mise en place va prochainement être définitivement démantelé, ont annoncé hier les États-Unis. Le point avec France 24. Une dernière tentative qui se solde par un nouvel échec. Les militaires américains ont tenté en vain mercredi de refixer la jetée temporaire afin de reprendre l'acheminement humanitaire dans la bande de Gaza. Initialement prévu pour contourner les restrictions imposées par Israël dans l'acheminement terrestre de l'aide, ce port artificiel sera prochainement démantelé, annonce la Maison-Blanche. Je suis déçu que certaines des choses que j'ai proposées n'aient pas abouti, comme le port que nous avons rattaché à Chypre. J'espérais de meilleurs résultats. Depuis son installation mi-mai, le port artificiel n'aura jamais eu le rendement escompté. D'un coût de 230 millions de dollars, il est apparu particulièrement vulnérable à la houle et s'est retrouvé détaché du rivage à plusieurs reprises en raison des conditions météorologiques. Un échec cuisant pour les États-Unis qui plonge Gaza dans l'incertitude alors que la situation humanitaire dans l'enclave est de plus en plus critique. L'armée israélienne a mis fin mercredi à une opération militaire de 2 semaines dans le quartier de Choujaïa à l'est de la ville de Gaza, affirmant avoir détruit plusieurs tunnels et tué de nombreux militants du Hamas. Des dizaines de civils ont été retrouvés morts et les blessés n'ont pu être soignés nulle part. L'hôpital Baptiste Al-Ali avait été contraint de fermer ses portes pendant plusieurs jours après l'évacuation du quartier par l'armée israélienne. S'il a depuis pu reprendre un service partiel, la situation reste précaire. Nous sommes retournés à l'hôpital Baptiste pour ouvrir temporairement des installations d'accueil et d'urgence afin d'être présents pour les soins de première nécessité. Le danger existe toujours. La zone est toujours sous les tirs et les bombardements. Et les blessés continuent d'arriver. Selon les Nations Unies, près de 80% de la population gazaoui a été déplacée et des dizaines de personnes, dont des enfants, sont mortes de malnutrition. Et l'alliance de gauche du nouveau Front populaire, NFP, est arrivée dimanche en tête du second tour des élections législatives anticipées en France devant le camp présidentiel et le Rassemblement national. Un scénario surprise qui dessine une Assemblée nationale difficilement gouvernable. Dans les prochains jours, un nouveau gouvernement devra être formé malgré le manque de majorité claire et les députés devront aussi élire quelqu'un à la tête de l'Assemblée nationale ainsi que les présidents de groupes et de commissions. La complexité de ce contexte politique est renforcée par l'approche des Jeux Olympiques de Paris. France 24. Réussir à organiser la vie politique française, c'est le défi que devront relever les partis et l'exécutif dans les prochains jours. Le 17 juillet d'abord, dernier jour pour acter la démission du gouvernement afin que Gabriel Attal et 16 autres ministres puissent siéger à l'Assemblée nationale. En effet, ceux-ci ne peuvent pas être à la fois ministres de plein exercice et députés, dans un contexte où le camp présidentiel aura plus que jamais besoin de toutes ses forces. Le 18 juillet s'ouvre la première séance de la nouvelle Assemblée. Les députés éliront notamment la personne qui devra succéder à Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'hémicycle. Une journée cruciale car si une majorité politique s'entend sur la présidence, Emmanuel Macron pourrait travailler avec elle pour nommer un ou une première ministre, mais constitutionnellement, rien ne l'y oblige.
Le président de la République, juridiquement, a une relative latitude pour nommer le Premier ministre, mais dans les faits, il doit prendre en considération, comme dans tout régime parlementaire, est-ce qu'il y a un accord de coalition ou pas? Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il ne faut pas laisser sa chance à un gouvernement minoritaire? Après les votes à l'Assemblée, il ne restera au président qu'une semaine pour tenter de lever l'incertitude avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Et pour terminer cette internationale, le président américain Joe Biden a livré hier soir une performance relativement maîtrisée malgré de gros lapsus lors d'une conférence de presse très attendue. Mais alors que les appels aux retraites de sa candidature à un second mandat se multiplient, son refus de se confronter aux profondes interrogations sur son état de santé physique et mentale risque fort de ne pas satisfaire son camp. Les précisions du correspondant de France 24. Exercice réussi ou catastrophe évitée. La performance de Joe Biden lors de cette conférence de presse de clôture du sommet de l'OTAN, cette performance se situe quelque part entre les deux. Mais la prestation livrée à la presse américaine ne pouvait en rien faire oublier la catastrophe du débat sur CNN. Ce débat qui a clairement déclenché la vague de doutes jusque dans son propre camp quant à l'opportunité de sa candidature. Le président et candidat Biden n'en démord pourtant pas. Il est le plus qualifié, pense-t-il, pour emmener son camp vers la victoire face à Donald Trump. Sur ce point, Joe Biden et Donald Trump sont au moins d'accord. Plus tôt dans la journée, le candidat républicain ironisait en considérant que sa victoire serait plus facile face au président en exercice. Objectivement, Joe Biden ne redeviendra pas le sénateur ambitieux et l'homme politique qu'il a été pendant des décennies jusqu'à devenir vice-président, puis président des États-Unis. Il y a donc assez peu de chances que ces élus démocrates de la Chambre des représentants reviennent sur leurs propos pour à nouveau soutenir Joe Biden. Durant la journée et pendant cette conférence de presse, le président est quand même parvenu à intervertir les noms de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine et également ceux de Kamala Harris et Donald Trump. Le public américain est désormais habitué à ces confusions. Reste à savoir maintenant si les barons du camp démocrate vont tolérer ces lapsus encore longtemps. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adjemalal. Sur ce, au revoir.